should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format d'épisode de podcast avec du coup mon premier invité. Pour le contexte, en fait, j'ai un ami à moi qui est en master de philo. Et en fait, on a tout le temps des discussions hyper intéressantes sur plein de sujets. Et on s'est dit que ça pourrait être hyper cool de faire un épisode ensemble, justement, avec une discussion hyper spontanée sur un sujet, justement. Donc aujourd'hui, c'est sur le rêveur. Et donc, en gros, la partie philosophique serait un peu le fil rouge de l'épisode, mais que, évidemment, il n'y aura pas que ça. Vous verrez, c'est hyper riche comme discussion. Enfin, il y a pas vraiment de queue ni tête, on va dire. On ramène souvent ça à des situations de la vraie vie. Du coup, ça peut être hyper intéressant, justement, de s'identifier ou non et d'avoir plusieurs points de vue sur certains sujets. Sachez que c'est vraiment une discussion hyper spontanée avec des points de vue, des hypothèses. Donc, il n'y a pas de vérité absolue sur certains sujets. Donc voilà, il y aura des choses qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. Vous serez peut-être d'accord ou peut-être pas, mais voilà. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment trop cool. Il est un petit peu long, mais je pense que c'est ok. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse avec la suite. Recoucou les gars, du coup, ça y est, me voilà avec Léo, mon très cher Léo, que je vais d'ailleurs laisser se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Léo, donc je suis étudiant en M1 philosophie. Je vais pas dire où quand même, c'est le suspense. Et je travaille entre autres sur le romantisme et le besoin d'enchanter le réel. Donc voilà, là en ce moment je travaille notamment sur la nature et le besoin d'enchanter la nature pour penser une écologie plus viable au niveau politique, mais bon voilà. Et l'année prochaine, je pense parler notamment de la figure du rêveur dans le romantisme allemand. Voilà. Trop cool, c'est hyper intéressant. Et du coup, selon toi, ce serait quoi la définition du rêveur dans la philosophie ? Alors déjà, je pense que je peux pas donner une définition philosophique du rêveur, parce que en philosophie, les mots ont une importance et j'ai pas, j'ai pas la prétention de pouvoir donner une définition philosophiquement viable. Mais pour moi, un rêveur, c'est avant tout presque une catégorie sociale en fait. Comment dire, moi je le vois vraiment comme une catégorie sociale, comme une classe sociale un petit peu. Et je pense que n'importe qui est dans sa vingtaine, ou peut-être avant, peut-être après, parce qu'il finalement il n'y a pas d'âge, quelqu'un qui trouve refuge dans son imagination, qui trouve son refuge dans l'imagination par rapport aux problèmes que la vie moderne peut nous amener à avoir. Donc voilà, ça peut être des problèmes, je veux dire, des situations particulières de vie qui nous satisfont pas, et du coup on se retrouve à rêver, mais je veux dire, ça va aussi du petit enfant qui rêve sa vie future, comme la personne âgée qui rêve d'une vie différente, qui rêverait d'avoir une vie différente, donc c'est assez compliqué. Moi je pense qu'avant tout c'est une posture en fait. Le rêveur c'est quelqu'un qui trouve refuge, voilà, dans l'imagination, et qui va au-delà de ce que le réel lui propose, quoi. Qui essaye de trouver dans l'imagination quelque chose d'au-delà de ce que le réel lui propose. Voilà, je sais pas si c'est très... c'est un peu... voilà, c'est philosophique, c'est nébuleux, tu vois. Du coup, voilà. Oui, je vois. Donc en gros, pour toi, ce serait une manière un peu de s'échapper du réel, rêver. Ouais, s'échapper, je veux dire, après on peut être plus terre à terre, hein. Je veux dire, quelqu'un qui rêve, voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'endort, on fait des rêves, mais je veux dire, Ouais. par définition, mais je veux dire, on est tous d'accord que le rêve, quand on se réveille, la plupart du temps, on parle, je sais pas, avec son conjoint ou quoi, on se dit, ouais, j'ai rêvé d'un truc, c'était complètement fou, quoi. Donc en fait, finalement, la posture, on peut repartir de là, quoi. Quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui va au-delà de ce qui est réel, de ce qu'on peut attendre logiquement du réel, quoi. C'est aller au-delà du réel pour moi. Pour moi, oui, personnellement, c'est trouver refuge, mais ça peut être, c'est peut-être pas un cas pour tout le monde, mais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette définition du rêveur comme quelqu'un qui a besoin de ce refuge imaginaire.
Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, un rêve, c'est forcément fou? Fou, fou, c'est... Bah, en fait, ah, tu vois, là, je fais le philosophe, là. Et du coup, par exemple, fou, bah, moi, ça dépend, parce que fou, c'est un mot qui est connoté forcément un peu négativement, tu vois. Quand tu dis fou, c'est que... Enfin, moi, je l'ai comme ça, après, ça peut être... Fou, ça peut être forcément quelque chose qui est déraisonnable. Tu vois, en philosophie, dire, je pense, je sais pas, alors à Michel Foucault, il va te donner une idée du fou, qui est quelque chose, qui est en fait quelque chose qu'on a imposé aux gens qui fonctionnaient pas socialement, quoi. Donc, du coup, là, on pourrait dire qu'un rêve qui est fou, c'est un rêve qui est... Enfin, qui va pas dans les attentes sociétales, tu vois. Moi, je suis pas trop là-dedans. Fou, je sais pas. Fou peut-être dans le sens où ça va au-delà de ce que le réel peut nous offrir. Donc c'est comme si on désirait quelque chose qu'on sait qu'on n'arrivera pas à obtenir. Donc oui, ça peut être fou. Mais pas forcément. Je veux dire, il y a des gens qui rêvent de choses beaucoup plus terre à terre et ils ont la capacité de le ramener au réel et d'en faire quelque chose. Donc non, pas forcément fou. Pas forcément fou, mais je dirais ouais vraiment quelque chose qui va au-delà du réel. Ouais. Mais le choix du mot fou me va pas trop, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Dans le sens où t'as forcément une attente un petit peu. Pour qu'un rêve soit. Pour qu'un rêve soit comment valable, il faut forcément qu'il soit grand, tu vois. Je, Donc, je sais pas si c'est ça que ouais, tu veux ouais, dire. ouais. Mais quand tu dis qu'il va au-delà du réel, en soi, on a tous un peu des réels différents. Genre, on a tous des Ouais, bien réalités sûr. différentes. Genre, un millionnaire, il aura pas une réalité Mhm, semblable à quelqu'un qui vit dans la rue, par exemple. mhm, Et du coup, forcément, ce qui sera grand pour un millionnaire n'aura pas la même grandeur que pour un SDF, par exemple. mhm. Et donc, quand tu dis qu'il va au-delà du réel, c'est qu'il va au-delà de notre réel qui nous est propre ou Ok, ouais, non, de la réalité en général, genre ce qui est faisable dans la vie, tu vois, Ok, bah ouais, c'est réalisable. intéressant. C'est intéressant comme question du coup parce que c'est marrant parce que tu reprends. Moi j'ai dit, enfin, la première définition que j'ai donnée du rêveur, c'est que pour moi c'était une classe sociale. Bon, c'est quelque chose que je dois démontrer. Hein, je veux dire encore une fois, je suis pas là à dire je suis pas là en train de dire que mes définitions personnelles c'est des vérités générales, pas du tout. Mais c'est marrant parce que en fait tu reprends cet exemple-là. Tu dis ouais, mais par exemple un SDF, il va pas avoir les mêmes rêves que quelqu'un qui est millionnaire. Et en fait on voit le côté social là-dedans. Qu'en fait c'est peut-être quelque chose de subjectif. Et vu que c'est, moi bien sûr, oui, bien sûr c'est subjectif parce que je pense. Encore une fois, je suis pas un expert du fonctionnement, comment dire, neurologique des rêves ou quoi que ce soit. Moi, j'en ai une interprétation qui est quelqu'un d'amateur qui s'intéresse à ces choses-là. Et l'idée que j'en ai aussi un petit peu nébuleuse, c'est que pour moi, le rêve, même s'il va au-delà du réel, il se base sur notre conception subjective du réel. Dire, encore une fois, je pense que c'est une expérience qu'on a tous eue. Dire, on a peut-être dans sa journée un événement qui est soit traumatisant ou soit un petit peu marquant. Et du coup, quand on s'endort, ou quelque chose qui nous stresse par exemple, moi ça me fait souvent ça. J'ai des éléments particuliers qui me stressent et en fait ils se retrouvent mixés dans nos rêves quand on s'endort. On se réveille le matin, on se dit ah oui, mais en fait ça m'a vraiment travaillé cette chose-là. Et du coup, oui, bon, pour revenir à ce côté social, moi je pense que bien sûr c'est quelque chose de subjectif parce que, comme je l'ai dit, pour moi, le rêve, c'est quelque chose qui va au-delà du réel, mais qui se base sur notre subjectivité. Donc par exemple, c'est sûr que peut-être en tant que rêveur, un SDF rêvera à des choses bien plus triviales qu'un milliardaire ou qu'un millionnaire. Car un millionnaire, bon là on va rentrer dans des préjugés, mais je sais pas, peut-être qu'un millionnaire il va chercher à être sûr de ses investissements pour toujours, de cette espèce de sécurité, de garder le pouvoir qu'il a acquis, là où un SDF voudra peut-être juste réussir à survivre plus décemment. Donc ouais, je pense que c'est absolument subjectif. Mais encore, je pense qu'on peut aller dans ce chemin-là pour discuter de ça, parce qu'il y a des conceptions qui font que... Enfin, moi, j'ai une conception du fait que le rêve, dans la modernité, c'est quelque chose de subjectif, mais ça le devient moins du fait de la modernité, et notamment du fait qu'on est toujours confronté à la subjectivité des autres, parce qu'on est dans un monde qui est globalisé, mondialisé, connecté, tout ça. C'était un peu beaucoup. Je suis désolé. Non, 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 Je pas suis du tout. désolé. Donc, donc là, tu parlais de la connectivité, donc du coup, tu penses que les réseaux sociaux ont un impact sur nos rêves? Alors, pas sur nos rêves. Je suis pas en train de dire, par exemple, que Instagram va influencer les rêves qu'on fait la nuit. Parce qu'encore une fois, là, en fait, il y a une petite confusion qu'on fait entre les rêves qu'on fait la nuit et la figure du Ah oui, rêveur. toi, vraiment, tu te rapportes que aux rêves qu'on fait la nuit? Non, pas du tout. Ok, Absolument pas. Non, pas du tout. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est. Quand je disais que c'était un rôle social aussi, je trouve que c'est une activité, le fait ok. de rêver. Une activité
productive, au sens vraiment actif, productif. C'est pas quelque chose de passif qu'on subit, ou comme un rêve, je veux dire, on le choisit pas, quoi. On s'endort, on rêve. Bon, Mhm. voilà, c'est un Oui, fait. genre on choisit nos rêves un peu. Voilà. Bah, oui, moi, c'est ça, exactement. Ça, c'est intéressant aussi de le préciser. Je pense que j'aurais dû le faire plus tôt, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Je pense que, oui, donc il y a le rêveur de fait. Le rêveur de fait, c'est celui qui s'endort. Bon, bah voilà, on rêve. Tout le monde rêve quand on s'endort. Mais tout le monde ne rêve pas éveillé. Je veux dire. Mais pourtant, moi, je passe une bonne partie de mes journées à juste rêver, à m'imaginer des scénarios possibles pour moi, pour d'autres, des choses totalement diverses. Et pour moi, du coup, quand je parle du rêveur, c'est moins le rêveur passif, celui qui le subit, celui qu'on est tous en fait, et plutôt le rêveur qui décide de l'être par une activité éveillée, quotidienne, qui passe son temps à rêver, un petit peu éveillé, quoi. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu dises qu'on n'est pas forcément tous des rêveurs éveillés, parce que inconsciemment comme ça, j'aurais vraiment pensé qu'on rêve tous, qu'on a tous forcément un rêve, tu Mhm. vois. Mais je me dis qu'il y a toujours des personnes très très terre à terre Mhm. qui, je pense, peut-être dans leur éducation ou dans ce qu'on leur a mis dans la tête, ont pu être des rêveurs par le passé et à qui peut-être on a dit de garder les pieds sur terre, etc. et de se mettre dans une case ou peut-être de correspondre à des attentes et qui du coup se sont un peu empêchés de rêver et je pense qu'ils n'ont plus cet automatisme-là et je trouve ça assez fou quand même. Alors je vois ce que tu veux dire, mais moi je vais pas dans ce sens-là parce que là encore, je pense qu'on part d'un parti pris que le fait que le rêve c'est forcément quelque chose de bénéfique. Quand on rêve, bah un rêve, voilà, c'est pas un cauchemar, quoi. Pour reprendre encore une fois Mhm. l'analogie du sommeil, même si on n'est pas dedans, là on est bien dans un truc actif. Euh, le rêve pour moi c'est pas forcément quelque chose de forcément positif. Je veux dire, on peut rêver à des choses meilleures qu'on aurait aimé pour nous, mais c'est trop tard. De l'ordre du rêve, du rêveur qui regrette, par exemple, je sais pas, moi ça m'arrive parfois de rêver, d'imaginer des trames scénaristiques pour ma vie, sur des actes manqués que j'ai pas osé faire, sur des choses que j'aimerais faire et que je sais que je ne ferai pas. Donc je pense pas que... Et du coup, de ce fait que des rêves peuvent être négatifs, je pense que même des gens qui sont très terre à terre, je pense que tout le monde rêve, parce qu'on a tous des regrets. Donc on est tous un rêveur, on est tous à un moment un rêveur parce que on a des regrets, donc on a des pensées, donc on se figure quelque chose de différent du réel qui est juste du ressort de l'imagination. On s'imagine d'autres scénarios pour notre vie. Donc, comme tu parles de regrets, tu relis les rêves forcément au passé? Non, pas forcément, mais je pense que c'est possible. En fait, pour moi, bon, je pense que ça va peut-être aider. Euh, la figure du rêveur, c'est quelqu'un qui a recours à la fiction dans une attitude contemplative ou méditative. Dire, voilà, on se pose, ou même pas des fois. Genre, voilà, t'es dans le métro, tu lèves, et puis ça arrive, et tu t'imagines des choses. Et en Donc, fait, un peu être dans la lune, être dans sa tête, ouais, quoi. c'est ça, ouais, et avoir recours à la fiction. Avoir le recours à la fiction, c'est-à-dire de se dire, en fait, là, enfin, c'est pas forcément conscient, mais je veux dire, on va imaginer quelque chose qui n'est pas. Et du coup, bah, je veux dire, là, il y a des œuvres de fiction qui se passent dans le futur, dans le passé, donc nous aussi, on est capable de ça. On est capable de rêver sur l'avenir, on est capable de rêver sur le présent. D'ailleurs, des fois, ça m'arrive, je suis dans le métro, je me dis, ouais, imagine là, je sais pas, une magnifique femme rentre dans le métro, ce serait incroyable. Bon, voilà, tu vois, c'est des trucs très terre à terre. Mais aussi, on rêve aussi du passé. Par exemple, de se dire, bah, ah, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait ça et enfin, je sais pas, j'aurais préféré travailler plus sur plus ce sujet, envoyer tel mail à cette personne que j'admire et je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça m'a coûté une opportunité. Ah, imaginons si je l'avais fait. Peut-être que maintenant je serais quelqu'un de différent. Mhm. Donc, Mais tu penses pas que le rêve, ça peut être justement des possibilités pour l'avenir qui peuvent un peu te relier à certains objectifs et donc du coup te donner un peu de l'ambition et te pousser un peu? mhm. Si, ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai un rapport au rêve. Bah, après, je me considère comme un rêveur, mais c'est presque pathologique parfois. Mais ça, j'y reviendrai. Parce que oui, bien sûr, en fait, comme je disais, j'ai un rapport dual bref, au rêve. C'est que pour moi, c'est une source d'ambition. Parce que forcément, je veux dire, des fois, j'ai des manques de motivation, comme tout le monde, hein. On se lève les matins, on n'a pas envie d'aller en cours, on n'a pas envie de travailler sur tel sujet on n'a pas envie de travailler sur des sujets qui nous passionnaient la veille. C'est quand même fou, ça. Et pourtant, le fait de recourir à l'imagination, de me dire, ah oui, mais en fait, de faire cet effort-là, de faire cette chose qui me paraît comme pas agréable là tout de suite, ça va me permettre
de me connecter à ce rêve que j'ai de moi-même, cette projection imaginaire que j'ai de moi-même dans le futur, et donc oui, ça peut être motivant. Maintenant, moi, j'ai aussi une conception du rêveur qui est plus nuancée, parce que je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui sont prisonnières de leurs rêves. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est quelque chose que j'ai très envie de développer dans mes recherches universitaires, notamment par le romantisme, en fait. Le romantisme, c'est un courant artistique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, parce que bon, voilà, ça a traversé tous les arts. Mais par exemple, dans le romantisme, il y a ce truc un petit peu double de l'ex- on exacerbe les passions, on a le feu de l'amour, de la motivation, de l'honneur, de plein de choses, de la nature, on exacerbe les choses en fait. C'est-à-dire qu'on les rêve et on les rend plus puissantes, plus colorées. Le monde est plus coloré par le rêve. Mais il y a aussi ce côté où le rêve peut être aussi une prison, où en fait on se rend compte que le monde n'est pas comme tel, n'est pas à la hauteur de nos rêves en fait. Et du coup, je pense que le rêve, c'est la figure du rêveur, ça peut être quelqu'un qui peut être quelqu'un de très motivé de ce fait parce qu'il a beaucoup de rêves, mais qui peut être aussi quelqu'un de très désespéré parce que le rêve peut être une prison et une source de déception constante. Voilà, moi, j'ai vraiment cette vision qui est double. Et je trouve que c'est intéressant de poser cette question-là parce que dans la société actuelle, on nous vend souvent l'image du rêveur comme voilà, il faut croire en nos rêves, quoi. Il faut croire en nos rêves. On est ouais, voilà, des entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui avaient un rêve et qui l'ont pas lâché. Et pourtant, il y a des gens qui ont essayé et qui ont tellement eu de rêves, qui ont eu tellement d'ambition que ça les paralyse. Je trouve que ça peut être intéressant et je pense que pour des gens qui sont jeunes, je pense que c'est des angoisses que beaucoup de gens ressentent. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je l'ai beaucoup ressenti et j'en suis toujours partiellement prisonnier parfois aussi. Donc tu te sens prisonnier de tes rêves, plutôt. Ouais, à titre personnel, oui. À l'heure actuelle, oui, bien sûr. Prisonnier de mes rêves parce que en fait, on a toujours des attentes envers soi-même qui sont, enfin, en tout cas moi, des attentes qui sont je suis toujours très, très, très exigeant avec moi-même parce que j'ai toujours, en tant que rêveur, je m'imagine des choses. J'ai un lien très, 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 très fort avec, avec l'imaginaire que j'ai de moi-même dans le futur. Et en fait, cette idée qui m'habite toujours, parce que je rêve beaucoup, du coup, en fait, je me confronte souvent à cette image-là, je me rends compte que je ne suis pas comme ça. Et Ouais, mais tu peux toujours évoluer. oui, bien sûr, mais en fait, Genre, rien n'est immobile, tu vois. ouais, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le truc, c'est que parfois, j'ai l'impression que le rêve, c'est un peu comme une cascade, en fait. C'est cascade au sens vraiment, on est vraiment emporté dans un flot et parfois, on y va vraiment très, 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 très loin. Et donc, en fait, on construit un rêve qui est tellement profond, qui est tellement palpable. C'est comme une seconde vie, en fait. C'est comme une seconde vie qu'on vit en parallèle de la nôtre. Et quand on retourne à la nôtre, bah, c'est compliqué, en fait, de retrouver un petit peu ces marques parce que bah, on se rend compte que bah, du rêve à la réalité, il y a quand même un pas. Et du coup, ça peut être déprimant. Mais bien sûr, ça peut être. En fait, c'est pour ça que je dis que j'ai un rapport duel double à ça. Parce que c'est une source de motivation, mais aussi une source de désespoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, je sais pas, là je présume, mais je pense que pas mal de gens ont peut-être ce sentiment-là. En fait, finalement, la figure du rêveur, c'est pour moi la figure de quelqu'un qui est angoissé aussi. Bah, je pense que tout est une question de nuance, c'est-à-dire que, évidemment, rêver pour fuir sa vie, Mhm. ça, c'est pas sain. Parce que, bah, c'est comme partir quelque part. Partir. Tous ces gens qui veulent. Qui sont pas bien, par exemple, dans leur vie et qui veulent juste tout plaquer pour partir et atteindre un peu leur vie idéale ou tout ça, bah, en fait, c'est comme s'ils fuyaient une réalité dans laquelle ils étaient pas épanouis, mais que en soi, bah, c'est pas forcément la solution parce que partir, oui, bah, tu vas voir autre chose et cetera, mais si dans ta tête, en fait, tu traites pas certains mal-être ou certains sujets qui peuvent te mettre mal, bah, en soi, ils vont quand même te suivre et peu importe où heu, tu seras quand même pas bien. Enfin, ça te rattrapera toujours, quoi. Et j'ai déjà entendu pas mal de témoignages de gens aussi qui, voulaient justement partir justement pour fuir une réalité et qui se sont dit: «Mais en fait, ça sert à rien» parce que c'est comme s'ils se fuyaient eux-mêmes et que du coup, je pense que tout est dans l'intention de la chose. C'est-à-dire qu'un rêve peut vraiment pousser, peut vraiment te motiver, peut tout ça comme on en a parlé tout à l'heure. Mais que pour ne pas en devenir, prisonnier, faut le
voir comme un plus et pas forcément comme ta vie entière et surtout comme une source de motivation et pas comme uniquement un échappatoire. En fait, faut accepter sa vie comme accepter son rêve, je pense. Moi, je suis assez d'accord. Euh, mais en fait, je pense que. Donc, bien sûr, ouais, le rêve, ça peut être aussi. Comme tu l'as dit, hein, ça peut être quelque chose qui peut être bon, hein, qui peut être juste considéré comme voilà, je rêve de quelque chose, je m'arrête là, et voilà, j'y vais. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'il y a des gens pour qui leur rêve leur paraît tellement éloigné d'eux-mêmes que ça devient une évidence qu'ils ne seront pas comme ça. Après, bien sûr, là, c'est question d'estime de soi qui Ah bah intervient. oui. C'est l'estime de soi qui est au centre de tout, de toute façon. Mais je pense qu'aussi, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est un rapport double que j'ai au rêve. Je pense que pour le coup, le rêve, c'est un palliatif, comme tu as dit, en fait, c'est ça, c'est un palliatif. C'est comme les gens qui disent, bon, bah voilà, là, ma vie ne va pas, donc je vais faire un peu table rase, je vais partir à l'autre bout du monde et puis refaire ma vie à partir de rien. Sauf qu'en fait, Mhm. on repart jamais à partir de rien, parce qu'on. Bah ouais. En fait, ce qu'on se reproche, c'est pas en allant à 6000 km qu'on va s'en délester, on sera toujours Même la même si en personne. soi, ça aide pendant un temps, mais après, ça nous rattrape toujours, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, c'est la même chose pour le rêve, hein, parce que finalement, je veux dire, moi, moi ou d'autres, je veux dire, il y a des figures dans la littérature qui le disent mieux que moi. Dire, quand on se met à rêver éveillé une autre vie, une autre personne que nous-mêmes, pour nous-mêmes, bah, au final, on reste toujours la même personne, hein. Et donc, on pourrait même aller plus loin, dire, vu que le rêve est toujours subjectif, utiliser le rêve comme un palliatif, c'est forcément un échec, parce que vu que c'est construit sur notre propre subjectivité, bah, en fait, ce qu'on va construire dans notre imaginaire, c'est forcément quelque chose qui est le reflet de ce qu'on est, en fait. Donc on peut pas se libérer vraiment, on peut pas se libérer de nous-mêmes de toute façon. Ça, c'est un des gros sujets philosophiques, en fait. On est incapable de se libérer de nous-mêmes. Autant qu'on le peut, enfin, il y a d'autres manières, mais c'est des effets extérieurs. En nous-mêmes, on est incapable de se libérer de nous-mêmes. Oui, Ouais. parce qu'en fait, on sera toujours avec nous-mêmes, en fait. Oui, bah c'est ça, de toute façon, on est condamné à habiter nos corps et à habiter à exister, quoi. De toute façon, on existe, c'est un fait. Bon. Encore une fois, là, les philosophes vont dire oui, bon, c'est débattable, est-ce qu'on existe vraiment? C'est pas le sujet, mais c'est moi tranquille. Si on revient sur la partie philosophique du rêve, tout à l'heure, tu disais que du coup, le rêveur était forcément voué à être déçu. Non, non, parce qu'il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Il y a des gens qui sont capables, en fait, de rêver et d'en retirer seulement une source de motivation. Mais je pense que c'est aussi le fait que ces gens-là sont dans comment dire, dans un système mental qui est bénéfique, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui ont souvent confiance en eux, et du coup, les rêves qu'ils construisent, ils sont capables d'en retirer la motivation parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes capables de construire les marches qui les amèneront à ce rêve-là. Maintenant, le problème, c'est que ces gens-là, je pense, ne sont peut-être pas la majorité des gens, et du coup, le danger du rêve, c'est aussi de prendre ce rêve-là comme quelque chose d'absolu, en fait, vraiment que de l'imaginer, de s'emplir entièrement de ce rêve-là, de cet imaginaire, de cette vie qu'on voudrait avoir, de cette chose qu'on aurait aimé faire, ou de ce présent qu'on aimerait qu'il soit effectif, qu'il soit là, palpable, et d'en faire une réalité absolue, d'exiger que ce soit la réalité. Je pense qu'il est là le piège. Ouais, c'est ça. Et que je pense que le piège dans lequel on tombe tous, c'est que on voit le rêve comme une destination, alors qu'en soi, c'est un moyen pour atteindre une émotion. C'est comme un objectif, en fait. Euh, Quand tu vises quelque chose, tu vises pas la chose en elle-même, tu vises la sensation et l'émotion que ça va te procurer. Et qu'en fait, un rêve, faut réussir à prendre du recul en se disant que si jamais on l'atteint pas, bah, en fait, il y aura d'autres moyens de s'offrir ces émotions-là et cette sensation-là et peut-être ce confort-là. Et que faut pas. Enfin, je pense que moi, en tout cas, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'enferme dans l'idée que c'est ça et rien d'autre, tu vois. Mhm. Alors qu'il y a tellement de voies différentes pour mener à une sensation et que, en fait, bah, ça peut être à travers ce rêve-là comme autre chose, tu vois. Mhm. Et que c'est peut-être là où les gens peuvent se perdre.
Bah, et surtout, oui, totalement, hein, je suis totalement d'accord avec toi, bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi le fait aussi qu'un rêve, vu que c'est imaginaire, vu que c'est imaginaire, quelque chose qui n'est pas réel, et que en général, pas toujours, encore une fois, mais qu'en général, quand on se rêve nous-mêmes, c'est toujours un petit peu la version la plus épanouie de nous-mêmes, la version la plus accomplie. Mhm. Donc, en philosophie, c'est ce qu'on dirait, hein, c'est quelque chose d'utopique en fait. C'est-à-dire Ouais, quelque c'est ça. chose qui est absolument parfait. On pense quelque chose d'absolument parfait sans réfléchir sur les moyens ou sur la possibilité des moyens d'y arriver. Et en fait, finalement, c'est vrai ce que tu dis, finalement, peut-être que le rêve, c'est plus un moyen qu'une Mhm. fin en soi, et peut-être plus un chemin que vraiment la destination qui importe, parce qu'encore une fois, réussir à retirer de cet imaginaire qu'on construit pour nous-mêmes ou pour les autres, ou quoi que ce soit, des valeurs même, des fois, dire, bon, voilà, des gens qui rêvent de la paix dans le monde, bah voilà. Euh, Considérer ça comme un idéal, ça veut dire que ce qui est important, c'est le chemin, c'est de choisir ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on va avancer sur ce chemin-là, tout en sachant que peut-être la destination ne l'atteindra jamais. Mais pour autant, je veux dire, ce sera toujours une avancée. Donc, qu'importe la destination, du moment qu'on avance, on avance, la destination sera meilleure que le point de départ. C'est vrai. Et que je pense que bah, c'est hyper important de prendre en compte le fait que on idéalise toujours un rêve, alors qu'il y aura toujours des points négatifs. Par exemple, bah, si on reprend l'exemple de la personne qui s'expatrie et qui fait table rase de sa vie, etc. Si on prend un exemple vraiment typique, les gens qui partent en PVT en Australie, parce que c'est à la mode en ce moment, je pense que ça fait rêver tout, enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Et en fait, bah oui, c'est super parce que tu vas à l'autre bout du monde, tu vois vraiment ce côté où tu travailles à fond pendant 6 mois, tu gagnes beaucoup parce que c'est très bien payé là-bas. Ensuite, tu peux revoyager pendant 6 mois, tu peux faire des road trips, et cetera. Tu fais plein de rencontres, tu parles anglais, enfin bref, c'est hyper enrichissant, mais tu as quand même ce côté «négatif» entre guillemets, ou après ça peut être positif pour pour certaines personnes, hein, mais d'être loin de ses proches par exemple, ou alors, faut savoir que le travail, il est hyper intense là-bas, donc faut peut-être prendre ça en compte aussi et que du coup, c'est peut-être important avant d'avoir un rêve, donc je le relie du coup à l'objectif en général, hem, bah, qu'un objectif, faut le voir sous toutes ses facettes Mm. et qu'il faut aussi prendre le côté, moins idéal et surtout voir les caractéristiques de l'objectif et se demander, est-ce que ça, c'est, assez important pour, inclure ce point négatif-là, par exemple? Ou est-ce que ce point négatif, il est trop lourd et du coup, on va pas pouvoir le digérer ou il va nous apporter plus de mal que de bien et cetera? Et que ouais, ça, je pense que c'est un vrai conseil que j'ai envie de donner et parce que moi, j'ai vraiment beaucoup appris, grâce à ça, en mettant des objectifs en tout cas. C'est que, faut vraiment se demander pourquoi tu te donnes cet objectif-là et pourquoi tu rêves de ça. Qu'est-ce qui te manque, et cetera et quelle émotion tu as envie de cibler, et cetera. Et aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que, on peut être déçu de ne pas atteindre un rêve, mais que j'ai déjà vu beaucoup de gens aussi qui étaient déçus d'en avoir atteint. C'est-à-dire que comme on l'a dit, on idéalise pas mal beaucoup, nos rêves et comme on les idéalise, bah, on s'attend pas forcément à ce que ce soit comme ça. Des fois, ça a pas la saveur, attendue et typiquement quelqu'un, je sais pas, qui son rêve, c'est devenir médecin, par exemple. Une personne, elle est en études de médecine, hyper intense, elle travaille beaucoup, c'est son rêve. Elle veut devenir médecin, elle veut tenir son diplôme dans la main, elle veut pouvoir aller, exercer tous les jours, avoir son cabinet et tout. Et en fait, bah, j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disaient qu'elles avaient réussi ça et qu'en fait, elles l'ont atteint, sachant elles avaient c'était vraiment la raison pour laquelle elles se levaient tous les jours pendant plusieurs années et qu'en fait, une fois qu'elles le sont devenues, bah, elles étaient là en mode: «OK et maintenant?» et que c'est peut-être aussi, pour ça que je dis que un rêve, c'est surtout un moyen et enfin, selon moi en tout cas et moins une fin en soi
parce que une fois qu'on l'a atteint, bah, il y a toujours un moment où on se dit, «Bah, Mmh. voilà, et maintenant? Genre, je fais quoi de ma vie?» tu vois? Et hem et que franchement, ça peut être hyper perturbant comme situation. Moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que j'ai, encore une fois, du coup, vu que je travaille sur les romantiques, j'ai forcément une vision très romantique du rêve. Ouais, Moi, ouais, ouais, évidemment. donc, mais ce qui est en tout cas absolument certain, en tout cas pour moi, on est d'accord, c'est que en fait, un rêve ou une rêverie, ou un objectif, du coup, parce que on a vu que ça peut être lié, ça l'est souvent. Ça peut être, enfin, c'est forcément quelque chose d'idéal, et du coup, c'est quand même très compliqué de rêver et d'avoir cette posture de rêveur, de rêveur éveillé, du coup, de rêveur raisonné. C'est très dur, en fait, de rattacher quelque chose qui est par essence utopique et du coup parfait, parce qu'en fait, quand on rêve quelque chose, on a la situation de fin. Tout est fait, tout est terminé. C'est la finitude, en fait. C'est la finitude, c'est presque une idée un peu divine, quoi. Je veux dire, c'est l'idée, bah voilà, on est, par exemple, je sais pas, moi, pendant très longtemps, je me suis rêvé prof à la fac. Voilà. Quand on se rêve prof à la fac, on se rêve épanoui, bien sûr. On se rêve relativement riche, hein. Alors, parce qu'on Mmh. n'est pas non plus milliardaire en tant que prof à la fac. On est Aisé, aisé, on a du temps pour nous. de la sécurité. Voilà. Et vu qu'on prend directement cette optique de la fin du chemin, bah, on est affranchi de toutes les difficultés qui viennent en chemin, qui viennent du chemin, du coup, justement. Et du coup, en fait, c'est très compliqué de raisonner un rêve et de se dire, oui, mais en fait, j'ai ce rêve-là, mais est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que j'ai la capacité de concevoir tout ce que ça va me coûter? Moi, par exemple, très personnel, j'avais le rêve d'écrire des choses et d'être publié, d'écrire des romans, d'écrire des bouquins et d'être publié. Et le problème, c'est que quand on se rêve écrivain, quand on se rêve artiste, quand on se rêve entrepreneur, quand on se rêve, je sais pas, père de famille, tout ce qu'on veut, homme politique, pourquoi pas, en fait, on se considère comme quelque chose d'épanoui, d'accompli, de fini. Mais pourtant, dire moi en tant qu'écrivain, ce que je comprenais pas, par exemple, c'était ce que je concevais pas tout de suite et que j'ai réussi à concevoir après, au fil des déceptions, c'est qu'en fait, on se rend compte que bah, le marché de l'édition, c'est quelque chose qui est très compétitif, très fermé aussi. C'est mieux d'avoir des contacts, donc du coup, parfois, on va être frustré d'un certain pistonnage, bon, qui peut être rationalisé ou comment, qui peut être débattu ou pas. Et donc, en fait, de ne pas avoir ces choses-là à l'esprit, quand on se rend compte qu'on a un rêve et qu'on se considère, quand on est rêveur, qu'on se dit, moi, mon rêve, c'est d'être écrivain, et qu'on oublie toutes ces choses-là, toutes ces difficultés, et ben en fait, si on réussit pas, c'est forcément de notre faute. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on oublie toutes les difficultés qui viennent avec le rêve, parce que quand on rêve, on ne pense pas à ces difficultés-là, et Mmh. ben si on n'arrive pas à être à la hauteur de notre rêve, et qu'on n'a pas à l'esprit toutes ces caractéristiques qui gravitent autour, qui font que ce rêve est possible, mais si on n'arrive pas à être à la hauteur, c'est que c'est forcément de notre faute. Donc, par exemple, moi, plus concrètement, pour être plus clair, euh, pendant un moment, j'en ai eu une détestation de moi-même parce qu'en fait, je n'arrivais pas à être écrivain, je n'arrivais pas à être publié, je n'arrivais pas même à écrire. Et je me disais pas, ah oui, mais c'est parce que c'est un rêve, et du coup, j'oublie que, bah, par exemple, je veux dire, quand on écrit, il faut être inspiré, quand on écrit, il faut avoir le temps. Quand on a envie d'être publié, il faut avoir des contacts. Et je me disais juste, mais non, en fait, parce que si j'étais vraiment passionné, si j'étais vraiment doué, je réussirais. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi il y a plein de caractéristiques et de nécessités qu'on oublie quand on rêve. Le rêve, c'est toujours quelque chose de parfait, en fait. Déjà, quand on arrive, comme tu l'as dit, quand on arrive à ce rêve, les choses ne sont jamais parfaites. Et Mmh. le chemin qui y amène, il est souvent mené d'embûches. Donc c'est facile de penser quelque chose de Ouais, parfait. ouais, c'est sûr, mais quand on dit, une fois qu'on est passionné et cetera, on peut y arriver, bah, ça ramène surtout à la question: est-ce que ta passion pour l'écriture est plus forte que les embûches que tu vas avoir devant toi? Ou est-ce que les embûches sont justement plus conséquentes, enfin plus imposantes, et que du coup, tu juste pas envie d'y faire face et Mm. tu vois? Genre du coup, est-ce que tu considères, que t'as lâché ce rêve-là un peu? Non, je pense pas, justement, là je reviens à ce qu'on disait plus tôt, et de dire que finalement le rêve aussi, c'est pas forcément une fin en soi, et c'est aussi un chemin.
C'est que moi, par exemple, maintenant, je pratique l'écriture à la hauteur de ce dont je suis capable. Donc, c'est-à-dire que j'écris pour moi, j'écris quand j'en ai envie, quand j'en ai Grave, besoin. et puis en soi, t'as toute la vie pour être publié, tu Bah, vois. puis bien sûr, et puis peut-être que je serai pas publié, mais en attendant, je suis quand même relativement fier de ce que j'écris. Ce qui est une C'est grosse vrai, différence que quand je prenais mes rêves pour des réalités. Cette expression que tout le c'est monde dit, vrai. ouais, tu prends tes rêves pour des réalités. Bah oui, parce qu'un rêve, c'est pas une réalité, c'est vrai. Voilà. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Il y a des gens qui disent, oui, mais il faut prendre ses rêves pour des réalités. Bah, je suis pas d'accord. Je pense que vous pouvez prendre vos rêves pour des réalités futures, mais il faut aussi comprendre ce que ça entend. Parce que le rêve, c'est toujours une idée floue Ouais, et forcément imparfaite. Enfin, elle est parfaite, mais quand on la transmet dans le réel, elle n'est pas parfaite. ouais. Donc moi, oui, j'ai un rapport à l'écriture maintenant qui est différent. J'ai toujours le rêve d'être écrivain, hein, bien sûr, mais je l'ai rationalisé. J'ai réussi à faire cet effort-là parce qu'avant, Mhm. j'en souffrais. Avant, j'en souffrais. Et du coup, maintenant, bah, j'écris pour moi, j'écris et ça me fait plaisir. Et t'as pas pensé par exemple à l'autopublication? Alors là, on rentre dans d'autres débats, mais moi, je trouve qu'en fait, le problème de l'auto-édition, auto-publication, tout ça, ouais, Ouais, l'auto-édition, le problème, c'est que tout est à ta charge. Du coup, c'est simple. En général, ouais, tu vois, ok, par ça coûte cher. exemple, il y a beaucoup de youtubeurs qui se font auto-éditer. Mhm. Parce que le monde de l'édition, bah, à part si t'es vraiment un très grand... En fait, c'est simple, hein, le monde de l'édition, c'est un marché comme un autre. Alors, c'est un marché, il y a le marché du livre, et il y a le marché... c'est spéculatif aussi. Hein. Donc une maison d'édition, quand elle va vouloir... quand tu vas vouloir te faire éditer quand tu vas vouloir te faire éditer, ils vont faire un calcul simple. Est-ce que toi, ton nom, est-ce que ton projet peut leur rapporter de l'argent ou pas? Donc voilà, je veux dire, en général, les gens qui se font éditer, c'est soit parce qu'ils sont déjà édités et qu'ils ont un nom, soit parce ils ont quelque chose de nouveau, ou soit parce que quelqu'un a poussé derrière. C'est pas toujours le cas, mais bon, je veux dire, c'est quand même un milieu qui est très compliqué quand on est personne pour se faire éditer. C'est pas impossible, il y a plein de gens qui se font éditer, je dis pas le contraire. Mais le problème de l'auto-édition, c'est qu'en fait, il n'y a aucune garantie, y a aucune garantie déjà de sécurité pour la personne qui fait l'investissement. Et c'est un investissement qui est dur sur la. Enfin, c'est ton investissement, 100%. Donc, Mhm. tu te fais autopublier. Enfin, je sais qu'Amazon fait ça, par exemple. Donc, tu as un tarif pour tant d'éditions, voilà. Ensuite, tu te charges de la pub toi-même comme tu veux. Ça peut marcher, hein, pas de problème. Mais là où je pense que. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un qui est un peu trop. Conservateur, mais je pense que par exemple que le regard d'un éditeur c'est toujours important sur un manuscrit. Ouais, Il y a des gens qui s'en dispensent, il n'y a pas de ok. souci, il y a des gens qui ont fait des. Je veux dire, la majorité des philosophes étaient auto-édités, hein, je veux dire. Ouais, 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 Donc ouais, voilà. ouais. Après, pareil, moi, ça me ramène un peu au côté... on n'est pas obligé de tout commercialiser. C'est-à-dire que on dit souvent, ouais, pour trouver ton métier, quand t'es un peu perdu, etc., ramène-toi à tes passions et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de passions qu'on a juste comme ça et qu'on n'a pas forcément envie de relier à notre vie professionnelle. Et que typiquement, là, tu vois, euh, j'ai parlé de... Enfin, on a parlé du coup d'écriture et d'édition et tout. Et en fait, quelqu'un qui veut devenir écrivain, il veut pas forcément devenir écrivain à temps plein pour son métier, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et que, bah, cette personne en soi, peut-être qu'en s'auto-publiant, entre guillemets, elle se donne un peu un moyen de devenir écrivain sans non plus, sans non plus en faire son métier, tu vois? Parce que c'est peut-être pas son objectif et que en soi, bah, typiquement moi aussi là, j'ai toujours rêvé de lancer un podcast et en fait, quand j'ai annoncé, aux gens que j'en lançais un, on m'a tout de suite dit, «Ah mais ça va être difficile pour en vivre, tu sûr?» tout ça et en fait, moi je disais aux gens: «Mais j'ai jamais dit que je voulais, déjà le monétiser. Si je le monétise, tant mieux en vrai. C'est tant mieux, enfin voilà. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas pour ça que je le fais. C'est parce qu'il y a des causes que j'ai envie de défendre, j'ai envie d'aider notre génération, etc. J'ai envie de transmettre des choses. Et en fait, oui, enfin, je me dis du coup podcasteuse parce qu'en soi, j'ai un podcast, donc je suis podcasteuse. Mais ça veut pas dire que c'est ma profession à temps plein. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qu'il faut doser par rapport aux rêves et qu'il faut se demander, tu vois. Après, bien sûr, il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Genre, si quelqu'un rêve de devenir pilote d'avion, bah, il peut pas être pilote d'avion que le dimanche. Oui, Après, en bien sûr. vrai, même ça, on n'en sait rien. Hein. Peut-être Mhm. que c'est possible. Il y Hein. a des gens qui Ça- le font. Hein. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens, ils sont pilotes d'avion
à temps partiel, je sais pas. Je connais des gens, ils construisent leurs avions les Sérieux? week-ends et puis. Bref. Sérieux? Ouais, je te jure. Je suis morte. Bref, hein, tu vois, en soi, tout est nuançable et que je pense que c'est important de se poser les questions, enfin, ces questions-là, tu vois. Et que toi, typiquement, est-ce que tu voulais être écrivain à temps plein et faire que ça, du coup, à ton idéal? Ou est-ce que, en soi, tu peux quand même. Bah, là, tu l'as dit, t'écris pour toi, donc peut-être que ça remplit ton besoin. Enfin, peut-être que ça comble ton besoin d'écriture et tout ça, et que c'est assez pour toi. C'est ça Mhm. aussi, se demander quel est le grade que tu as envie, enfin, l'échelon que tu as envie d'atteindre. Et aussi, sachant que tout avance dans le temps, tout évolue. Et donc, qu'est-ce que tu vas atteindre maintenant, tout de suite, et que tu verras ensuite enfin, ouais, que tu verras ensuite avec le temps. Bah, je pense que la question, elle est. Moi, j'ai déjà un peu pensé cette question-là pour en arriver à une pratique de l'écriture et en général de mes hobbies ou de mes rêves Mhm. un peu plus raisonnés. Je pense qu'en fait, quand je disais. Quand on revient à ce que j'ai dit au début, enfin ce qu'on a dit au début, que pour moi, le rêveur, c'est une catégorie sociale. En fait, c'est une catégorie sociale comme le travailleur, comme l'ouvrier, comme le patron, comme bref. Parce qu'en fait, justement, en fait, ce que tu dis, tu as absolument raison, mais le problème, c'est que la société nous pousse à concevoir nos rêves et nos hobbies, nos occupations ou nos envies même Comme notre métier. oui, comme des marchandises et des choses qui peuvent Ouais. être socialement acceptables et qui peuvent nous amener un statut. Parce qu'en fait, ce que la société elle, nous demande, c'est d'être productif, donc d'être un écrivain à temps plein, de faire des livres de manière soutenue, ce que demandent les Bah éditeurs, ouais. hein, par exemple. Mais c'est aussi d'être reconnu. C'est ça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on parle un peu moins. En fait, on Ouais. doit être productif, on doit pouvoir en vivre, et on doit être reconnu. Pour qu'en général, quand on se rêve, je sais pas, pilote de ligne, bah, on se rêve pilote de ligne parce qu'on est reconnu comme quelqu'un de comme on a le statut du pilote de ligne. Voilà. Ouais. Les gens qui se rêvent homme politique, bah, il y a aussi le côté de se dire, je suis quelqu'un de reconnu. En fait, c'est la question de la reconnaissance sociale. Ouais. Et c'est là où ça coince aussi, parce que c'est en fait la société qui nous pousse vers ces absolus-là, en fait, de ce besoin de faire de toutes nos envies et de tous nos rêves. Voilà, je veux dire, moi, quand je rêvais d'écrire, bon, directement, je me pensais écrivain. La figure de l'écrivain. Tu vois. Ouais. Par exemple, tu te penses professeur de faculté, bah, c'est peut-être moins pour ce que le travail réel d'un prof de faculté est, par exemple, le fait de faire des recherches, d'enseigner des choses. Mais il y a aussi le côté, ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance sociale. Et c'est là, du coup, que je trouve que le rêveur, c'est une classe sociale, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est au centre de tout ce tourbillon-là, en fait, de ce besoin sociétal de s'affirmer, de faire de nos envies et de nos hobbies des choses qui sont monétisables et source de reconnaissance absolue. En fait, il faudrait en fait que tout le monde choisissent sa voix comme quelque chose de sacré, je dirais vraiment la voix à la Ouais. japonaise, la voix du sabre, la voix du pinceau. C'est vraiment quelque chose de. C'est un peu comment dire, dogmatique, quoi. C'est vraiment, on doit en faire quelque chose qui emplit l'entièreté de notre être. Et en fait, on en revient à cette idée que le rêve peut être décevant ou dur parfois à vivre, parce qu'en fait, quand on se rêve quelque chose, en tout cas moi personnellement, quand je me rêve comme étant quelque chose, c'est quelque chose qui me résume en fait. Hein, je me rêve écrivain, je suis écrivain. Point. On n'est jamais qu'écrivain. Bah ouais. On n'est jamais que professeur. T'es Léo en premier. Oui, voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça me ramène un peu à un sujet que j'avais traité dans le dernier podcast que j'ai enregistré. C'est que la société nous dit constamment et nous fout dans la tête que notre valeur est définie par ce qu'on fait et pas par ce que l'on est. Donc, typiquement, on est persuadé que ça revient aux classes sociales en fait. Que notre valeur vient de notre diplôme, notre carrière, notre salaire exactement, notre métier, alors qu'en fait, bah non. Et que quand tu regardes par exemple tes proches, genre tes amis, tu les choisis pas pour ce qu'ils font. Tu les choisis pas pour. Imagine là, on était déjà dans le milieu du travail, tu choisis pas tes amis pour le métier qu'ils feraient, ou. Enfin, en fait, on s'en fiche, genre. On aime quelqu'un pour ses propres valeurs, justement, pour ses points de vue, pour à la rigueur, ses passions. Si
parce que des passions peuvent réunir des personnes, mais je sais pas, par son caractère, son sens de l'humour, les moments partagés et tout. Et en fait, je trouve ça tellement dommage qu'on se mette ça en tête alors qu'en soi, non. Moi, je suis vraiment persuadée que notre valeur est basée sur ce que l'on est en premier et pas par ce que l'on fait. Et même si la société nous le fout dans le visage, c'est vraiment un truc que je veux pas me mettre en tête et auquel j'ai pas envie de croire parce que je trouve que ça me plombe en fait. Et en fait, ça nous donne une espèce de pression de la réussite et une espèce de pression de la productivité, de tout ça. Enfin, genre, on n'est pas des robots, tu vois. Et que, en fait, on n'est pas obligé de vouloir grand pour être heureux. Et que, c'est ok des fois de rien faire ou, tu vois. Mhm. Et moi, cette année, j'ai longtemps culpabilisé d'être en année de césure. Parce que je me disais, mais en fait, je suis pas vraiment en études. euh, j'ai un emploi à temps partiel, mais juste alimentaire, tu vois. Et, et en fait, quand j'avais pas mon projet du podcast, j'avais un peu des projets annexes, tout ça, personnel, tout ça, mais j'avais pas vraiment de gros objectifs et tout. Et en fait, je me sentais mais tellement nulle et tellement ouais, j'avais l'impression d'avoir aucune valeur et de devoir constamment prouver que si, t'inquiète, j'avance sur quelque chose. Et en fait, c'était la première chose qu'on me demandait. À chaque fois que mes proches me voyaient, ou même mes amis, ou tout ça, ou même les gens, quand je faisais des rencontres, c'était tu fais quoi dans la vie? Et quand je disais je suis en année de césure, ils me faisaient mais du coup, tu fais quoi cette année? Et tu fais quoi du coup au quotidien et Mhm. tout? Et en fait, moi, ça me foutait une espèce de pression et du coup, voilà, je sais pas trop ce que t'en penses, mais moi, j'ai vraiment pas envie de croire à ça en tout cas. Je trouve que déjà, ce qui est intéressant en fait dans la figure du rêveur, si on le prend d'un point de vue social et qu'on y met un petit peu cette loupe moderne sur l'exigence de productivité et de reconnaissance, c'est qu'en fait on se rend compte que j'ai défini plutôt le rêve comme quelque chose qui nous permet d'échapper au réel ou d'aller plus loin que le réel. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de fait d'aller au-delà du réel, Mhm. mais je pense que c'est quelque chose qui nous permet pas toujours d'échapper au réel. Parce que par exemple, là on en a eu l'illustration claire. On dit ah mais le rêveur, c'est celui qui va plus loin, et pourtant, le fait même de rêver, l'action même de rêver, la figure du rêveur par exemple en littérature, le rêveur c'est toujours quelqu'un qui est considéré comme pas productif. Celui qui rêve, c'est celui qui fait pas. Ouais, c'est celui qui Tu est vois ce dans que je la veux dire? lune, Alors que pourtant, qui quand ouais, on rêve, on se rêve productif. On se rêve comme étant quelqu'un qui a fait les choses. grave, grave. Donc tu vois, c'est un petit peu le paradoxe de la figure du rêveur. Et bref, je veux dire, moi, il y en a des exemples qui me sautent aux yeux, notamment dans la littérature romantique, mais aussi et surtout, par exemple, chez Dostoïevski, je trouve que c'est toujours des personnes, on suit des personnages qui ne font rien, qui sont déclassés, en fait, socialement, souvent des étudiants qui ont arrêté l'université, qui étaient prédestinés à un destin assez glorieux, c'est-à-dire des futurs avocats, des futurs professeurs, et en fait qui s'arrêtent. Et en fait, on suit ces gens dans leur déambulation dans les rues de Mhm. Saint-Pétersbourg, et en fait, ils ne font que rêver. Des gens, ils ne font que rêver, ils Ok. s'imaginent des choses. Et c'est cette figure de ces gens improductifs, et pourtant, c'est des personnages qui sont absolument magnifiques. Donc en fait, je trouve que déjà Dostoïevski à l'époque a réussi à capturer un petit peu ce paradoxe du rêveur, c'est-à-dire de quelqu'un qui ah voilà, quoi, le rêveur, c'est quelqu'un qui rêve, donc forcément, on n'est pas productif, c'est un peu celui qui se balade, qui fait pas grand-chose. Ouais, tu vois, on me dit, ouais, ouais, toi, t'es un rêveur. Quand on me dit ça, quand mes amis me disent ça, ou quand les gens que je rencontre me disent ça, ouais, moi, ça c'est parce que t'es un rêveur. C'est-à-dire, oui, tout ce que tu penses, tu seras jamais capable de le ramener au réel, parce que celui qui rêve, c'est celui qui ne fait pas. Et pourtant, le rêve, c'est dans le rêve que se construit tout. Donc en fait, c'est une figure qui est vraiment, pour ça que je la trouve super intéressante, socialement, et artistiquement, esthétiquement aussi. C'est qu'en fait, c'est dans la figure du rêveur, c'est celui qui est vraiment, comment dire, au carrefour de toutes les attentes sociétales et pourtant qui les défie lui-même. Un peu quelque chose de parallèle. Donc ouais, moi j'ai une appétence toute particulière pour cette question-là. Voilà, je sais pas si ça peut t'éclairer un petit peu sur ma vision du rêveur, moi je la Ouais, vois comme ouais. ça. Mais là, ça me tilte grave parce que, ça me parle vraiment. Mhm.
Parce que tu dis celui qui rêve, c'est celui qui ne fait pas. Donc est-ce que du coup le rêve serait un peu l'étape d'avant le passage à l'action? Bah, C'est comme... c'est toute la question. bah ouais, c'est... Ok, pardon, Parce je que, l'avais pas vu comme ça. ouais, tu En vois. fait, c'est comme quelqu'un qui parle constamment d'un... Je sais pas, d'un plan qu'il a, d'un... Comment on dit? D'un projet. D'un Ouais, projet avec qu'il un a. projet qu'il a, ouais. Typiquement, moi, pendant 2 ans, j'ai parlé du fait que j'allais courir un semi-marathon. Je me suis jamais inscrite pendant 2 ans au semi-marathon. Je me suis inscrite qu'il y a un mois, là. Et c'est devenu... Enfin, du coup, j'en ai rêvé pendant 2 ans. Je le faisais pas, parce que Mhm. je le repoussais constamment et tout. Et enfin, bref, ça, c'est une autre question, mais... euh, et en fait, bah, c'est à partir du moment où je suis passée à l'action que, du coup, là, c'est devenu concret. Et du coup, je me reprends sur tout à l'heure quand je parlais d'objectifs. Du coup, en fait, l'objectif serait l'étape d'après, le rêve. Mhm. C'est-à-dire que tu rêves, tu rêves à la chose, tu passes à l'action en t'inscrivant au semi-marathon, Mhm. et là, le semi-marathon a une date, t'as une date de préparation qui commence aussi, t'as un laps de temps, genre là, j'avais 10 semaines, et là, du coup, ça devient un objectif, Mhm. Ouais, ou un projet. je suis d'accord. Mais justement, ce qui est intéressant pour moi dans la figure du rêveur, socialement et au-delà de ça, du point de vue existentiel, c'est que bah, en fait, il y a des gens qui passent jamais à l'action. Tu vois ce que Ok, je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ok, des gens qui passent jamais à c'est l'action. hyper Et intéressant. du coup, en fait, moi, dans le cadre de ton podcast, je trouve que c'est intéressant de poser la question du rêveur parce que, bah, notamment, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne passent pas à l'action? Pourquoi est-ce qu'il y a des rêveurs qui se contentent de rester des rêveurs? Peut-être parce que ça les arrange de rester... Alors, il y a peut-être aussi parce que ça les arrange, et certainement parce que ça les arrange, mais c'est aussi, moi, je pense que ça pose la question du droit à l'échec. Ouais, parce qu'en fait, Hmm. quand on se permet de rêver à quelque chose et de considérer quelque chose comme un rêve, on ne dit pas qu'on le fera parce qu'en fait, c'est plus sécurisant. Ah oui. Alors attention, parce que je suis pas du tout dans cette vision de dire que c'est une lâcheté. Pas Ouais, du ouais, tout. ouais. Moi, je suis pas du tout en train de dire que les gens qui se contentent de rêver sont des lâches. C'est absolument faux et c'est réducteur. Et les gens qui pensent ça. Puis c'est humain en fait. On a tous des Oui, peurs, on mais a bien tous... sûr. Et de toute façon, en fait, il faut se dire quelque chose. Si les gens continuent de rêver et restent des rêveurs finalement jamais satisfaits, c'est une souffrance pour eux. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est que personne ne choisit de se faire souffrir volontairement. Et donc du coup, si les gens restent des rêveurs et n'osent pas s'aventurer et agir, c'est parce que des choses les en empêchent. Exactement. C'est jamais le fait que de la personne. Moi, je pense que c'est universel. Là, je m'avance. Là, je fais pas le philosophe qui prend des pincettes. Je le dis. Je pense que il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui ne fera pas les choses juste parce qu'il n'a pas le courage de les faire. Et s'il n'a pas le courage de les faire, c'est qu'il y a des choses extérieures à lui qui l'en empêchent. Oui, ouais, Mais du coup, je pense qu'aussi, effectivement. ça pose la question, ouais, vraiment qui est intéressante, surtout pour les jeunes dans la vingtaine, c'est le droit à l'échec. Quand on rêve de quelque chose et quand on reste rêveur, en fait, c'est une sécurité parce que si on rêve à quelque chose, oh, ben, c'est un rêve. Donc finalement, si je ne suis pas ça, c'est pas grave parce que ce n'est qu'un rêve. Donc si ce n'est qu'un rêve, c'est pas grave si je ne fais pas tout pour arriver à ça parce Mhm. que ce n'est qu'un rêve. Et puis un rêve n'est pas forcément fait pour être... Enfin, pour devenir réalité. Mhm. Il y en a beaucoup... comment? Qui vont penser que le rêve, il est très bien comme il est, tu vois. Mhm. Et que s'il devient réalité, bah, ça va un peu enlever son charme. Mhm. Et que, par exemple, on a tous un rêve d'enfant qu'on n'a pas réalisé. Et en fait, c'est pas grave parce qu'on a pris un autre chemin et ça nous va très bien comme ça, etc. Et, et en fait, ce rêve d'enfant, il est beau parce qu'il reste ce rêve d'enfant-là. Mhm. Et que c'est un peu comme un souvenir ou quelque chose qui est pas vraiment là dans notre réalité, mais qui est là en nous et en fait qui fait un peu partie de notre histoire et qui est un peu notre journal intime en fait. Bah, là où c'est intéressant d'utiliser l'exemple du rêve d'enfant, c'est aussi, pour revenir aussi à cette question du droit à l'erreur, c'est que en fait, c'est quelque chose qui peut être mobilisé parce que bah, le rêve d'enfant, comme tu l'as dit, bon, on a tous eu des rêves d'enfant et pourtant on l'a pas réalisé. Mhm. Je sais pas toi, mais toi, moi je m'en veux pas en fait. Moi non, pas moi non On plus. s'en veut pas de pas avoir assouvi nos rêves d'enfant. Parce qu'on sait que c'était quelque chose qui était matériellement impossible peut-être. Ou Ou peut-être comme tu l'as éphémère, dit, ou ou éphémère, ou peut-être que c'est juste bien comme c'est. un divertissement en Voilà. fait. Et du coup, voilà, c'est de se dire aussi que bah, voilà, parfois on a des rêves, on n'arrive pas
soit pas à passer le pas et d'en faire et d'agir pour que ce soit quelque chose de réel, soit on échoue et on arrête, on abandonne. Et c'est pas grave en fait. Parce que, comme j'ai dit, encore une fois, le figure du rêveur, c'est double, hein, c'est romantique, donc forcément il y a du bénéfique, il y a du beau, mais il y a aussi du sublime, c'est-à-dire le sublime en philosophie, bon, chez Kant, voilà, petit cours de philo, allez, rapide, tu vois. Chez Kant, en philo, dans la critique de la faculté de juger, il parle de l'expérience esthétique, donc de l'art, du beau et du sublime. Moi, je le rapproche un petit peu à cette figure du rêveur. Le beau, c'est ce qui est agréable. Tout le monde, en fait, c'est ce sentiment que tu as devant une œuvre d'art pour dire, où tu te dis, ah mais, je sais pas que l'expliquer, mais tout le monde pourrait dire que c'est beau. Tu vois, en général, un rêve, bon, quand on dit, ouais, j'ai un rêve, qu'importe le rêve, tout le monde peut se dire, même si c'est pas le tien, dire, ouais, c'est beau un rêve. C'est agréable, c'est le beau, tu vois. Mais le sublime, c'est cette expérience de quelque chose d'infiniment grand, qu'en fait, ça nous donne une. C'est déchirant, c'est tellement transcendant, tellement grand, tellement prenant qu'on en souffre, en fait. C'est cette expérience de quelque chose d'immensément grand face à notre infinie petitesse. Et du coup, je pense que le rêve aussi, il y a ça là-dedans. De se dire, ah mais j'ai ce rêve-là, où ces gens qui rêvent et qui arrivent à concrétiser leur rêve, c'est tellement grand face à ce que je suis moi, que c'est déchirant, en fait. Mais pourtant, il y a de la beauté là-dedans. Parce que, comme on l'a dit, un rêve peut rester un rêve, et c'est pas pour autant qu'il va être corrompu, quelque chose, que ça va être un échec. Et du coup, cette question du droit à l'échec, elle se pose aussi là-dedans, dans ce cadre-là, de se dire, mais aussi, mais c'est ok d'avoir des rêves et soit de ne pas agir pour cela, parce que voilà, ça arrive. On est le fruit de nos considérations sociales, de considérations qui sont extérieures à nous. Moi, je suis un petit peu déterministe en philosophie, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas totalement libre. Bon. Du coup, dans ce cas-là, on peut pas totalement s'en vouloir de pas réussir à assouvir nos rêves ou à les ramener à la réalité. Et du coup, je pense que parfois, des fois, le rêve, ça peut être une expérience, juste une contemplation, de dire juste c'est une expérience C'est posée. vrai. Qu'on vit quelque chose. En fait, on vit quelque chose qu'on n'a pas vécu. Le rêveur, finalement, c'est quelqu'un qui se conte des histoires, et je pense que ça peut juste être ça, en fait, finalement. Le rêve, c'est pas forcément une nécessité, c'est pas forcément un échec quand la nécessité n'arrive pas, quoi. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est pas un échec. Un C'est rêve est pas vrai, puis forcément corrompu. il y a même des gens, au-delà de ne pas y arriver, il y a même des gens qui ne souhaitent pas en fait réaliser certains rêves et que, Mhm. en fait, je trouve ça même beau de finir le podcast sur le fait que bah, tous les rêves ne sont pas forcément faits pour être réalisés et c'est ok. Mhm. Oui, bien sûr. Ouais. Puis de toute façon, dire tout le monde rêve, tout le monde rêvera. Si tout le monde rêve, on n'assouvit pas tous nos rêves, et pourtant ça fait pas de nous des échecs. Bon, Exactement. voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci C'était à trop toi. cool. C'était un peu confus, hein, forcément. Moi, Mais quand c'est on pas part- grave. moi, je pars dans des grandes discussions. Bon, voilà, des fois, j'utilise des mots qui sont pas les bons, donc forcément, je perds les gens. Mais bon, j'espère que les gens ont pu en avoir. Se Bah retrouver écoute, moi peut-être. ça m'a vraiment hyper intéressée et Bon, je cool. suis trop contente, c'est passé trop vite. Et j'espère que ça aura plu les gens qui ont écouté ce podcast. S'ils sont là, de toute façon, c'est qu'ils ont aimé. Voilà. Donc, Puis comme on dit en philo, si vous aimez pas, argumentez. super. Me revoilà toute seule pour clore cet épisode. J'espère qu'il vous a plu vraiment, que ça vous a parlé. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines situations aussi. N'hésitez pas à me faire encore une fois un retour, parce que comme je vous ai dit, c'est un nouveau format, donc j'essaie des choses, j'améliore le podcast aussi. Et j'espère que c'est un format qui est aussi agréable à l'écoute. J'ai trouvé ça assez spontané, enfin moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec Léo. Et j'ai passé un super bon moment, donc j'espère que vous aussi. Faites-moi des retours sur Instagram, comme d'habitude, les bulles podcast tout attaché. Et si vous avez des recommandations ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement, n'hésitez pas. J'espère aussi qu'il a été agréable à l'écoute, parce que j'ai eu des problèmes de son. Parce qu'en fait j'ai eu un nouveau micro récemment et j'apprends encore à le paramétrer, donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Voilà, je vous fais des gros bisous. Évidemment, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Prenez soin de vous en attendant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.